Et à partir de 4,60 m, eh bien, il faut évacuer. Voilà, 4,60 m. Donc, on évacue alors qu'il n'y a pas d'eau. Ça sera le même problématique peut-être sur la région parisienne. Hein. On doit évacuer, enfin peut-être pas, je ne sais pas, hein. Mais on doit évacuer alors qu'on est au sec. Puisqu'en fait, la Loire, elle est endiguée. Hein. Mais ces digues qui sont en matériaux pulvérulents qui datent, qui se sont construits au fil du temps, hein, à partir des Turcis au Moyen-Âge et puis après jusqu'au dernier surélévation, hein, pour atteindre 7 mètres de haut vers 1860. Il y a des levées, il y a des déversoirs. Et c'est que ces digues, ces levées de Loire qui se sont construites avec le temps sont fragiles. Parce que, comme je le disais, c'est des matériaux pulvérulents, hein, c'est pas des digues hollandaises. Hein. Il y a eu des éléments nouveaux, des réseaux, des agriculteurs qui traversent, qui ont des prises d'eau en Loire pour irriguer leur truc. Il y a des arbres qui ont poussé, donc même si c'est entretenu plus ou moins. Donc voilà, il y a des maisons quelquefois qui sont en pied de Loire. Donc il y a des risques qui sont identifiés. Il y a eu des études de danger qui ont été faites. Et l'État a clairement précisé les zones de danger, et c'est clair, à partir de 4,60 m, alors que la crue de 2000, l'équivalent de 1856 serait de l'ordre de 6 mètres à Orléans, à partir de 4,60 m, c'est-à-dire très en amont, eh bien, il faudrait évacuer, parce qu'il y a risque de rupture de digue. Et risque de rupture de digue, comme il y a des maisons juste derrière, eh bien, vous connaissez la loi, hein, donc... 4 fois la hauteur de la digue, non, c'est 100 fois la hauteur de la digue, eh bien, il peut y avoir des effets sur le bâti, de destruction du bâti, et donc, a fortiori, sur les vies. Donc, dans le cadre du PPRI, nouvelle mouture, qui a été approuvée en 2015, qui n'était pas dans le cas des anciens PPRI, et c'est vrai une généralisation de tous les PPRI, hein, il y a ce qu'on appelle des zones de dissipation d'énergie. Je ne sais pas si vous les avez déjà dans vos PPRI, mais auparavant, ça n'existait pas. Zone de dissipation d'énergie et zone d'écoulement préférentiel. Les zones de dissipation d'énergie, c'est ce dont je vais vous parler à l'instant. Ce sont les zones où, eh bien, en cas de rupture de digue à ce droit-là, eh bien, il y a un danger maximal, létal, en fait, la destruction du bâti et des personnes. Et donc, zone de dissipation d'énergie, là, pour le coup, toute construction est interdite. Donc, les nouveaux PPRI, nouvelles moutures, sont quand même beaucoup plus draconiens que les anciens, quoi. Alors d'ailleurs, ça a un peu renaclé localement, hein, mais bon, il faut prendre le risque à son niveau. Et là, l'État a quand même, effectivement, pris ses responsabilités. Et on peut imaginer, on peut espérer quand même que les maires aussi, puisque c'est eux qui appliquent les documents d'urbanisme. Donc, zone de dissipation d'énergie et les zones d'écoulement préférentiel, où là où on peut encore construire dans les dents creuses, mais qui sont également très dangereuses. C'est là où on a des écoulements à très grande vitesse. Donc, pour chacun de ces phases, eh bien, on définit une liste d'actions. Voilà, alors là, donc, ce sont des macro-tâches qui permettent de synthétiser ce que chaque direction fait, mais chaque direction a sa fiche opérationnelle qu'elle-même doit rédiger. Alors comment on fait? Effectivement, un PCA, au départ on n'a rien, à la sortie on a théoriquement un document et des gens sensibilisés. Donc on est quand même obligé d'écrire un peu. Hein. Il faut savoir que il faut s'atteler à une tâche qui est quand même assez fastidieuse, de la rédaction donc, de ces PCA, d'au moins d'une prémouture par direction d'actions type qui après doivent être précisées par les directeurs. Parce que ce n'est pas eux qui connaissent les phases dont on a vu jaune, orange, vert, rouge, et il faut qu'on leur donne quand même déjà à quoi ça correspond, et déjà un sens. Une fois qu'ils ont le sens, après ils vont décliner ou pas. Et donc au départ, il y a un travail en chambre, hein, et qui est après complété par les correspondants de crise et qui doit être très régulièrement actualisé. Pourquoi très régulièrement? Parce que très régulièrement, ça se réorganise, quoi. Et donc, il y a des entrants, des nouveaux. Bon là,
ça n'impacte pas sur le PCA. Hein, on est au niveau des variations en quantité. Mais par contre, quand il y a une réorganisation de service, voire carrément quand il y a des pôles, c'est-à-dire des restructurations complètes de direction comme nous on a eu en 2012, eh ben, il faut tout réécrire. On ne réécrit pas tout, puisqu'on a déjà écrit des choses, mais on va transférer, telle chose était faite par telle direction, elle doit être faite par telle autre, et il faut remettre sur le tapis avec les nouveaux directeurs ou les nouveaux correspondants de crise, si les directeurs ont changé ou si les correspondants de crise ont changé. Donc le poste accidentel, j'en ai parlé, et donc si vous voyez au début, février 2014, publication du plan national de réponse à un accident nucléaire. Alors, vous voyez, pourquoi je parle de ça alors qu'on parle d'inondation ici? Mais parce que là-dedans, honnêtement, il y a vraiment tout. Dans le post-accidentel. Et vous pouvez taper ce titre-là, Plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur, dans Google. Vous devriez y accéder. Peut-être après quelques tâtonnements, mais vous y arrivez. Et donc, c'est un document qui est quand même assez fondamental, qui permet de bien structurer le post-accidentel et, en fait, qui peut être décliné pour n'importe quel risque, en fait. Majeur, bien entendu. Donc, les changements de phase donc, sont variables, selon qu'on est dans le nucléaire ou dans l'inondation, parce que dans l'inondation, on passe directement dans... Enfin, il faut savoir à quel moment on est dans le post-accidentel. Bon, on peut imaginer que le post-accidentel commence pour l'inondation dès que la crue est finie et que finalement on nettoie. Et on peut dire que c'est à partir de la reconstruction. Non, mais c'est bel et bien à partir du moment où la crise n'est plus mobilisée, donc à partir du moment où on est revenu en phase jaune, quoi, donc de nos fiches réflexes. Et donc là, on a nos 5 items. Gestion de la fin des mesures d'urgence. Il ne faut pas oublier, on était en cellule de crise, tout le monde était sur le pont. Du jour au lendemain, on ne va pas pouvoir reprendre directement son activité normalement. Donc il va falloir s'organiser pour mettre tout ça en ordre, tous les papiers qui sont dans tous les sens, les archiver, mettre un peu d'ordre. Donc gestion de mesures d'urgence, définition d'un zonage. Alors là, c'est quand même... D'abord, c'est pas nous qui le faisons, c'est l'État. C'est quand même propre au nucléaire, mais il peut y avoir un zonage post-accidentel lié quand même à l'inondation, avec des zones, on le voit dans le sud, hein, des zones qui sont interdites d'accès pendant un certain temps. Donc, parce que il faut effectivement soit éviter du vandalisme, soit faire des actions propres à la remise en état, qui nécessitent qu'il n'y ait pas d'habitants sur le terrain. Donc, un zonage post-accidentel. Après, les actions de protection de la population, on peut retrouver les mêmes, que ce soit pour l'inondation, bien sûr, pas entièrement quand même, hein, que pour le nucléaire. L'appui à la population affectée, alors là, c'est la même chose, parce que dans tous les cas, on a un traumatisme. La reconquête des territoires, c'est pas également la même chose, mais on a dans les deux cas, soit du territoire contaminé, soit du territoire détruit. Et puis, la gestion à long terme. Donc, je ne vais pas rentrer dans le nucléaire. Hein. Donc, c'est là qu'on intervient, nous, action du conseil départemental, avec nos équipes médico-sociales, nos psys qui ont été formés aux traumatiques, et nos équipes restructurées en appui à la population. Parce que ce dont je parlais tout à l'heure, c'était en gestion de crise, mais aussi en post-accidentel. Hein. Donc, c'est-à-dire, la gestion de crise, c'est une semaine. Le post-accidentel, ça peut être plusieurs mois. Plusieurs mois. Donc, voilà, préparation de l'animation. Après tout ça, bien sûr, on n'est pas concerné au même niveau. Hein. Étant entendu que les deux grands responsables en matière de crise, tout le monde le sait, c'est le préfet et le maire, pour l'instant, étant entendu que, a priori, le plus logique, il faudrait qu'il y ait un acteur intermédiaire qui serait le président de PCI. A priori, on s'y achemine, hein. Mais pour l'instant, la loi de 2004, c'est toujours le maire et le préfet. Le maire quand la crise ne touche que le territoire, le préfet quand on sort de la commune. Mais il faut un acteur intermédiaire qui est soit
le président de PCI. Avec la loi GEMAPI, on s'aperçoit qu'on s'y achemine vers, puisqu'il préconise des PCS maintenant intercommunaux, mais il ne donne pas encore tous les pouvoirs en matière de gestion de crise au président de communauté de communes ou d'agglo. Et par contre, les établissements publics de bassin, eux, ils peuvent prendre la main s'ils sont saisis par leurs membres. C'est le principe de la loi GEMAPI, quoi, en fait, quoi. Alors, l'établissement de ces grands scènes, c'est un peu particulier, quoi, puisque... Ouais. Pour peu que le PTB soit un syndicat mixte. Pour peu qu'il soit un syndicat mixte, effectivement, oui, c'est vrai. Donc, ce qui n'est pas le cas pour les grands scènes. Et donc, voilà. Bon, un petit zoom sur... alors, il y a le titre PCA nucléaire qui est resté en haut, parce que c'est la même chose. Nucléaire ou inondation, c'est le plan d'hébergement des sinistrés en collège. Et donc, il faut repérer pour chaque site d'hébergement les capacités d'accueil, les publics devant être accueillis, les modalités de desserte, les zones spécifiques. Comment ça se présente ? On a notre plan de collège, on a un zonage, et par salle, on affecte soit l'hébergement, soit à autre chose. Et ce qui est important, si avec ça, ça serait finalement assez facile à faire, mais c'est adossé à la continuité d'activité de restauration. Parce que dans des collèges, on est propriétaire du bâti, mais il y a l'éducation nationale, mais on a des agents départementaux qui assurent la restauration. Et, enfin, tout au moins quand c'est pas externalisé. Et donc, le principe, c'est que nos cuistots, eh bien, ils peuvent être mobilisés, cuistots et autres assistants, hein, donc ils peuvent être mobilisés pour assurer la restauration de ces sinistrés. Alors, mobiliser, donc ça veut dire réfléchir à comment, qui interviendrait et comment, quel mode de rotation, réfléchir au stock de nourriture, donc il faut qu'ils aient pensé la question. Bon, ça tombe bien, en général, ils ont des stocks, mais ça va mieux quand même en y réfléchissant et en ayant sensibilisé les personnes en question sur le sujet. Et donc voilà, on a sur 58 collèges, je crois qu'on a 18 collèges qui sont préaffectés et sur lesquels il n'y aura aucune difficulté. Bien entendu, il n'y a pas que des collèges, hein, il y a des lycées, des salles polyvalentes, tout ça, ça fonctionnerait. Mais bon, l'avantage là, c'est qu'on a déjà un peu mâché le travail. Un petit zoom sur le dispositif d'écoute. Donc, c'est quelque chose de nouveau aussi, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, sur le plan légal, les seules habilités à intervenir en cas de post-traumatisme, c'est les agents de la CUMP, c'est l'urgence médico-psychologique, qui sont un organisme donc affilié au centre hospitalier en général, qui sont formés pour le sujet. Et il n'y a pas que des gens de l'hôpital, mais il y a des gens, ils sont dans cette, sous cette égide. Et donc, l'idée a été, comme je vous l'ai dit, de former nos psychologues à l'urgence. Et donc, il y en a un qui est déjà intervenu sur un accident grave, qui est intervenu sur des agents. Donc, peut-être qu'il aurait pu le faire avant, mais le fait d'être formé à l'urgence post-traumatique, eh bien, il intervient probablement différemment. Alors moi, je n'ai pas assisté à la formation en question, hein, mais c'est quelque chose de bien ciblé et il y a certainement une approche qui est bien spécifique pour tout ce qui est post-traumatisme. Alors, comment ça se présente ? Là, je vous ai fait quelques photos donc, des différents documents.
Ça va permettre que vous visualisez comment tout ça s'organise. Au départ, on a la permanence, avec un livret du cadre de permanence. Alors, qui fait la permanence? Alors là, grosse discussion toujours. La permanence en soi, n'importe quelle plateforme pourrait faire une permanence. La preuve, souvent, ce sont des plateformes qui répondent aux urgences et qui qualifient l'événement et puis qui redispatchent vers qui de droit. Nous, on a opté pour quelque chose de différent, avec toujours des directeurs qui renaclent un peu. S'ils voient cette vidéo, ils vont se sentir visés. Mais effectivement, les cadres de permanence sont les directeurs et les DGA. Donc, directeur et DGA, il n'y a que le DGS, directeur général des services, qui n'y est pas. Auparavant, il y était. L'ancien DGS, bon là, il n'y est pas. Alors, pourquoi on a choisi, alors que c'est vrai que la permanence générale, on a bien compris, auparavant, avant qu'il y ait cette permanence générale, il y avait, comme dans toute collectivité, il y a toujours quand même une permanence. C'était essentiellement la permanence routière. Et puis, tant bien que mal, on appelait, les bâtiments pouvaient être contactés. Dans la plupart des cas, on l'a vu, hein, ça fait 150 ans qu'il ne s'est pas produit de crise d'inondation, donc la permanence générale, ce n'est pas l'inondation qu'ils vont traiter. Hein. Ce sont des cas mineurs. Hein. C'est une intrusion dans un collège, parce qu'on a des systèmes de... On a externalisé, bien sûr, tout ce qui est gestion de site, contrôle de site, quoi, surveillance. Et donc, les prestataires appellent le cadre de permanence. Donc, on a soit des intrusions, soit des incendies, soit d'autres petites problématiques, c'est-à-dire vraiment pas majeures du tout. Mais le directeur est confronté, le directeur d'abord, qui a quand même une connaissance de la collectivité, hein, qui a quand même normalement est en capacité de pouvoir qualifier un événement et de savoir s'il est important ou pas, parce que suivant la gravité, le DGS doit être prévenu ou pas, les élus doivent être prévenus ou pas, la cellule de crise doit être prévenue ou pas, et donc, à ce titre-là, les directeurs sont tout à fait justifiés. Mais on peut dire, oui, bon, quelqu'un de formé, il peut très bien le faire, ce que certains directeurs disent. Mais surtout, l'intérêt. Une permanence qui revient, c'est une semaine complète, hein, 24 heures sur 24. L'intérêt, c'est que ça les sensibilise à l'urgence. Et quand la semaine de permanence arrive, il faut que... Et ça, à chaque fois, ça les remobilise par rapport à cette notion de risque. Et ça peut paraître élémentaire, mais je pense que c'est important que les directeurs ne soient pas déconnectés, qu'ils ne s'appuient pas sur le truc. Parce qu'effectivement, un directeur, tout directeur qui s'entend, il est un bon manager, donc il se dit, moi, en cas de crise, je manage mes équipes. Sauf que le jour où il arrive à la crise, d'abord, il ne saura pas que les plans existent, et puis il ne sera pas vraiment sensibilisé. Là, même si c'est une problématique d'intrusion dans un collège ou d'accident qui fait que du relais d'information, eh bien, il est confronté à cette problématique de risque et à chaque fois se dire « Ah oui, mais il peut peut-être y avoir quelque chose de plus important ». Donc, le livret de cadre permanence, ça définit ce qu'il doit faire. Et il doit également, le cadre, remplir sa main courante et après la mettre sur le cloud. Donc, petite tâche complémentaire pour le directeur. Donc, voilà. Alors, il a dans son téléphone portable les téléphones d'urgence. Donc, on a mis en accès au cadre de permanence tout ce qui est urgent, c'est-à-dire on a tous les téléphones personnels. Ça a été difficile au début, mais maintenant, il n'y a plus de problème. Tous les téléphones de tous les agents. On a les hiérarchiques de tous les élus. Hein. Et donc, bien entendu, tout le monde ne peut pas y avoir accès, puisque c'est quand même particulier d'avoir accès à tout, y compris des extérieurs, des maires aussi. On a donc les élus départementaux, mais également les municipaux et autres. Et donc, avec cet outil, il peut quand même
être opérationnel. Il a en plus accès, il a une valise de permanence parce que on pourrait faire tout en virtuel, mais il y a toujours l'aspect sensibilisation. Il faut partir avec sa valise dans lequel il y a des documents papier parce que malgré tout le réseau peut dysfonctionner et dans lequel il y a un iPad, dit iPad de crise, dans lequel on accède. Alors on peut y accéder bien sûr avec l'iPhone aussi, hein, mais l'iPad c'est quand même plus visuel et plus ergonomique pour pouvoir échanger et discuter. Donc avec l'iPad par exemple, moi souvent je vais en cellule de crise, la dernière fois en cellule de crise, je vais en code en préfecture, lors du dernier grand exercice, non c'était nucléaire, voilà c'est ça, c'était 2012 je crois. Et donc, on avait toutes les... On a également un système de visioconférence qui a été mis également en lien avec la crise. C'est pas uniquement pour la crise, mais bien entendu, on l'utilise. Et on a fait intervenir le directeur de cabinet, qui a remercié tous les agents, donc qui étaient tous en mosaïquage sur l'iPad, sur tous les gens, sur tous les sites. Et le directeur de cabinet en préfecture, donc il parlait à l'iPad et les gens répondaient. Et donc là, ça a quand même bluffé pas mal de monde. Et donc c'est des outils. S'il fonctionne, si le réseau passe, bon là, on est en 3G, donc c'est quand même moins saturé que le... Mais bon, ça peut quand même coincé, donc il faut quand même toujours avoir du filaire derrière. Mais si le réseau passe, qui sont quand même remarquables et qui permettent d'être en liaison. Bon, j'avance. Là, ça c'est donc la dernière, vous voyez, décembre 2015, vous ne voyez pas de là où vous êtes, mais c'est le tableau qui donne en liste... Ah, je ne l'ai pas flouté. Non, effectivement, il y a les noms des cadres de permanence, et donc ils sont les directeurs, donc plus nous, c'est-à-dire on est deux, quoi, donc de la mission risque majeur. Et donc le principe, c'est que chacun prend la permanence par ordre alphabétique, et enfin alphabétique par ordre de la liste, puisqu'en fait, comme il y en a des directeurs qui s'en vont, d'autres qui arrivent, ils arrivent en fin de liste, donc bon. Et pourquoi alors c'est des... Donc on a une grande diagonale qui est la préaffectation, hein. C'est 2015 ou 2016? Ça c'est 2015. Et on a des pavés un peu disséminés, c'est parce que si la personne, le cadre, est indisponible, bah, il peut échanger avec un autre. Et donc, au départ, on faisait ça pour eux. Maintenant, c'est à eux de trouver, en réalité, c'est quand même les assistantes qui le font, de trouver le remplaçant. Et donc, c'est pour ça que, bah, finalement, ça fonctionne. Ça, c'est bien, quoi. Alors, le plan d'urgence, événement grave, donc, c'est disons, le chapeau du PCA, dans lequel on va avoir l'organisation du travail, les modalités de fonctionnement général, les modalités de mobilisation, les dispositifs de permanence. Donc, c'est tout ce qui est transversal. Après, à l'intérieur, on a des fiches par... là, j'ai quand même flouté les numéros de téléphone. On a des fiches par domaine. Donc, vous voyez, traitement... Ça, c'est pour le traitement d'un incident en astreinte. Donc, voyons voir. C'est un cas de bâtiment. Les bâtiments les plus courants. Bon, type de bâtiment, collège. Donc, suivant... C'est vrai que ça s'est simplifié dans le temps. Au départ, il y avait une kyrielle de prestataires qui intervenaient. Et donc, il fallait avoir beaucoup de tableaux, beaucoup de noms, de codes pour les bâtiments et tout. Là, depuis, essentiellement un peu en lien avec ça, avec le dispositif écrit, ça s'est simplifié. Il n'y a plus, je crois que 2 ou 3 prestataires extérieurs. Et donc, c'est quand même assez facile. Et donc, on a des numéros qui doivent appeler. Et en fonction de certains bâtiments, ici, il y en a un particulier, un laboratoire, eh bien, donc, ils doivent faire certaines choses. Ça, c'est... Si vous avez le diaporama, vous le verrez en plus en détail, mais de loin, vous ne le verrez pas. Ce sont toujours dans le livret du permanence ou dans le plan d'événements d'urgence, le livret étant une extraction du plan, c'est les modalités d'alerte des élus. Alors, pour alerter les élus,
il faut pouvoir qualifier l'événement. Donc la page de gauche, c'est le mode de qualification de l'événement. C'est-à-dire, est-ce que c'est un événement mineur ou pas mineur? Est-ce qu'il touche un ou plusieurs cantons? Et qui prévenir, à droite. Donc ça, c'est bien sûr, c'est propre à chaque collectivité, mais il faut l'avoir défini. Ouais. Donc le PCA, ben, je vous ai dit qu'il y en a deux essentiels qui sont liés aux événements à cinétique lente, inondation, pandémie, qui sont déclinés donc avec par direction. Là en bas, on a la direction des mobilités durables, et donc là-dedans, eh bien, on va retrouver que la vulnérabilité de la direction de mobilité durable, c'est-à-dire tout ce qui est transport, et les fiches réflexes propres. Donc, ce qui fait que quand ils se connectent avec leur, sur le cloud, ils n'ont accès qu'à leurs documents, qu'ils ont la possibilité d'actualiser. Là, bon, je vous en ai parlé, hein, c'est le cas de la maison de l'enfance, où donc on a à la fois un descriptif des actions, et puis à droite, par exemple, eh bien, c'est les effectifs minimaux. Pour ceux qui ont connu les plans de pandémie, ils savent qu'il faut à minima définir un plan, un effectif minimal. Mais dans l'inondation, dans le cas présent de la maison de l'enfance, ça se pose de la même manière pour l'inondation. Alors après, les événements acinétiques lentes, on a les événements acinétiques rapides, accidents nucléaires, accidents industriels. Alors bien entendu, dans les PPI de l'État, il y a déjà des fiches réflexes, enfin il y a une fiche réflexe du département, mais c'est quand même, ça reste relativement sommaire. C'est des actions génériques qui convient donc en interne de décliner. Parce que souvent, depuis on les a fait évoluer les plans, mais en général, souvent dans les plans de l'État, le département a été identifié à route. Bon, ils doivent poser les barrières et puis c'est tout, c'est terminé. Donc, sauf que, effectivement, une route, ça peut desservir un collège, ça peut desservir une maison d'enfance, ça peut desservir une maison de retraite qui elle-même peut être impactée. Il y a des maisons de retraite qui sont sous la responsabilité de l'ARS pure, il y en a qui sont sous la responsabilité du département, il y en a qui sont sous la responsabilité conjointe. Donc, suivant les établissements, les actions sont différentes. Et donc, là, on n'a pas, c'est pas des plans par direction, comme on a vu tout à l'heure. Ça, on voit, hein, il n'y a pas le mot, il n'y a pas une direction, il y a le plan TDA, la Ferté, mais on a les actions génériques par direction, qui sont dans une fiche, et on a une reprise du PPI. Le PPI, tous ceux qui ont déjà vu un PPI savent que c'est un truc assez épais, qui fait une centaine de pages, avec des fiches réflexes qui ne concernent pas toutes, il n'y en a qu'une qui... Donc d'où l'intérêt de faire une extraction, de savoir quel est le problème, hein, comme ça que n'importe quelle direction qui ouvre, qui sait qu'il y a un événement, parce qu'il l'aura appris dans l'intranet ou par les actualités. Donc il ouvre son truc, il verra immédiatement quelle est la problématique, quelle est la zone dite PPI, et qui fait quoi. Mais par contre, on ne va pas plus dans le détail, dans l'urgence tout au moins, puisque on a vu que tout ce qui était continuité post-accidentelle, en fait, c'était repris par les PCA. Alors, on arrive également aux outils et aux plans de mise en sécurité. On a vu tout à l'heure les PCA, les plans de mise en sécurité. La plupart du bâtiment, c'est pas la plupart, c'est tous les bâtiments publics ont déjà un plan de secours, qui est le plan d'évacuation. Il est obligatoire. Hein. Mais si vous évacuez, alors vous avez un nuage toxique dehors, ben vous envoyez tout le monde au casse-pipe. Donc il faut savoir se confiner. Et donc, la démarche que l'on a faite, ce sont 4 diaporamas qui sont regroupés. C'est une démarche, un diaporama qu'on a présenté aux responsables d'établissements, de sites,
c'est-à-dire à la fois les nôtres et l'éducation nationale. Donc, dans chaque bâtiment, il y a une mallette PPMS dans laquelle il doit y avoir les informations générales, les informations en cas d'évacuation, la nature de l'aléa, la sensibilité, on retrouve toujours les mêmes choses, hein. Et les informations de mise à l'abri, c'est-à-dire un plan avec un zonage, et savoir où est la zone. Le responsable, il doit savoir où est la zone de confinement. La zone de confinement, vous savez qu'on ne se met pas n'importe où. Il faut pouvoir, un, communiquer, deux, avoir un point d'accès à l'eau, et trois, effectivement, être étanche par rapport à l'extérieur. Pas complètement étanche, sinon c'est pas du confinement, c'est du calfeutrage, mais quand même qu'on tienne au moins 6 heures comme ça, quoi. Et donc, or ça, la plupart des sites ne l'ont pas. Les consignes doivent être écrites et les agents doivent être formés. Les agents, les guides et les serre-files sont formés à l'évacuation, ils ne sont pas formés au confinement. Donc il faut les former. Donc voilà, bon, c'est simple, hein. Un incendie, on évacue vers le point de rassemblement, vous voyez, c'est des diapos très courtes. 4 tempêtes, on se met à l'abri, et on prend quelques mesures. Transport matière dangereuse, on regère les zones de confinement. C'est 3 ordres. Il faut que ces 3 trucs, tous les agents en responsabilité, c'est-à-dire le responsable de site, mais les guides et serre-files, comprennent, sachent le mettre en œuvre. Voilà. On avait fait un zoom sur la menace terroriste, donc, sur Ebola aussi d'ailleurs. Et bien entendu, pour chaque site, on doit avoir les personnes ressources, c'est-à-dire le responsable de site et son adjoint, les équipements de sécurité, et on doit avoir les personnes, enfin, le responsable de site doit avoir un accès rapide aux personnes formées au premier secours. Bon, tout le monde le sait, mais c'est pas si simple que ça à faire sur tous les sites, même sur les grands sites d'ailleurs. Il faut avoir des personnes sensibilisées, et le sujet, et là on a de la chance d'avoir une responsable de site sur l'immeuble Loiret, puisqu'il est mis en haut à droite comme exemple, qui maintenant travaille pour tous les autres d'ailleurs. Donc vous voyez, par étage, on a une première zone qui est au rez-de-chaussée, éventuellement une deuxième zone, donc à l'étage donc de ce site-là qui s'appelle, c'est le nom de l'établissement Le Loiret. Donc en vert, c'est la zone de confinement. Et voilà. Et bien sûr, il faut avoir des moyens de communication pour savoir quand est-ce qu'on sort de la zone, sinon on peut y rester longtemps. Ce que je vous voyez là, c'est l'accès au cloud. Hein, c'est Alfresco. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Hein, c'est un cloud en libre. Donc, c'est-à-dire que ça peut être installé par pas mal de gens. Hein, et sur lequel, ma foi, honnêtement, ça fonctionne bien. Hein. Donc, il y a un administrateur central et puis il y a des administrateurs par domaine. Hein. Il n'y a pas que le domaine des risques. Hein. On a mis tout sur le cloud. Hein. Enfin, tout ce qui est projet. En fait, c'est un espace projet qui nécessite de travailler en commun. L'avantage du cloud, c'est, comme je le disais, c'est la possibilité à tout un chacun, à condition d'être autorisé, d'avoir accès, mais surtout de pouvoir modifier. C'est le versionning de chacun des documents. Versionning automatique, c'est-à-dire qu'on a exactement qui a fait les modifications, à quelle heure, quel jour, et on peut revenir sur des versions antérieures. Et ça, c'est quand même énorme, quoi, en fait, quoi. Donc, d'avoir toujours... Alors, c'est quand même récent. Bon, pour l'instant, les gens ont encore un peu d'appréhension pour aller modifier directement, hein, donc, parce que, bon, il va avoir leur nom qui va être écrit directement. Donc, il y a surtout de la consultation. Mais à terme, une fois que les gens découvrent le truc, ils disent « Ah oui, finalement, c'est pas compliqué que ça », parce que ça leur fait un peu peur. C'est un environnement un peu différent de l'environnement auquel ils sont habitués, hein, l'environnement Internet. Hein. Et donc, mais en fait, une fois qu'ils y ont goûté, ils disent « Ah oui, c'est bien ». Donc ça, c'est vraiment... Et la communication de crise, un autre volet. Hein, donc, sur la communication de crise, comme je le disais, on a la com
est quand même opérationnel en matière de gestion de crise. En matière de crise, c'est difficile à communiquer en cas de crise. Pourquoi ? Parce que celui qui est habilité, c'est le préfet. Hein, c'est le préfet qui doit communiquer en cas de crise majeure. Bon. Mais il n'a pas toutes les informations. Et on voit bien, ceux qui ont participé à des codes, quelquefois, pour avoir la bonne information au bon moment, c'est quand même difficile. Et donc, là, en l'occurrence, sur nos domaines de compétences, hein, qui sont les routes, les transports, jusqu'à maintenant, bientôt, ce ne sera plus le cas, mais les collèges et autres, eh bien, on peut informer. On peut donner l'information, mais quelquefois on peut même aller au-delà. Si le préfet en est d'accord, on peut communiquer au-delà. Le tout, c'est de ne pas brouiller l'image la communication officielle qui est celle du préfet. Mais en l'occurrence, déjà, les usagers sont quand même habitués à notre communication de crise en hiver, hein, et ce qui fait qu'on a quand même pas mal d'abonnés qui, soit sur Internet, soit sur Facebook, soit sur Twitter, parce que donc on utilise tous les canaux, y compris Twitter. Donc, on a déjà pas mal d'abonnés, et donc, ce qui fait le préfet est tout à fait favorable à utiliser le maximum de vecteurs pour aller au plus en avant vers la population. Donc, jusqu'à présent, ça se passe bien. Alors, pourquoi c'est opérationnel? C'est bien parce que en réalité, on a fait quelque chose d'assez puissant avec rien, en fait, avec quelque chose qui n'était pas prévu pour. Parce que si, quand vous concevez un site web, vous pouvez déjà au départ demander dans la prestation un fil d'information, tout un tas de trucs, avoir des pages spéciales crise, en fait. Et le prestataire, lui, il le fera sans problème. Mais au départ, on n'a pas ça. Et on voulait le faire avec les moyens du bord. Et donc, le correspondant, Gwenaël en l'occurrence, s'il regarde cette vidéo, eh bien, en l'occurrence, a fait très fort, puisqu'il a réussi à faire, à partir d'outils vraiment classiques, eh bien, de faire des modules qui sont implémentables très rapidement, avec à la fois des modules cartographiques où les routes viennent directement injecter du SIG dedans, eux-mêmes injectent de l'info sous forme d'article ou du fil d'info, c'est-à-dire un article très court qui est répercuté sur Twitter. Et donc, c'est quand même bien que certains agents donc s'auto-saisissent finalement d'un sujet et d'eux-mêmes finalement réussissent à produire des choses auxquelles on n'aurait pas nous-mêmes pensé, parce qu'on ne peut pas tout penser non plus. Et donc c'est voilà. Alors bon, là vous avez une diapo qui montre que finalement c'est pas le tout d'avoir fait l'outil, il faut tout le temps mobilisé, et ce qui fait qu'à chaque exercice de la préfecture, systématiquement, on associe pas uniquement les routes, parce que si on regardait que les fiches des PPI ou autres documents de l'État, il n'y aurait que les routes. Mais on associe systématiquement la com et d'autres acteurs en fonction donc mais la com y est systématiquement, et donc ils sont rodés pour faire ce genre de choses. Et donc à chaque fois, on a des pages web qui sont produites. On va voir. Non, c'est après. Voilà. Bon, donc en interne, il y a des infos flash qui sont faits. Hein, donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand on a une alerte météo ou quand on a une alerte pollution atmosphérique, on la reçoit de la préfecture. Nous, gestion des risques majeurs, on la répercute au directeur. Là aussi, il y a une grosse discussion de savoir si on répercute au directeur ou si on répercute. On aurait la possibilité de la répercuter à tout le monde, en fait. Hein. Mais on veut que les directeurs soient mobilisés, donc on le répercute au directeur. Mais pour que ça soit répercuté à tout le monde, eh bien, systématiquement,
la crise, la communication fait ce qu'on appelle un info-flash, hein, qui est un acte de communication, qui, lui, est diffusé à tout le monde, et qui est certainement un peu mieux écrit qu'un article qu'on aurait écrit sous une forme un peu conventionnelle et plus militaire, quoi, en fait, quoi. Plus normé, disons, quoi. Puisqu'en matière de gestion de crise, hein, je le rappelle, il faut que les messages soient compréhensibles et donc structurés. Et donc, qui dit structuré, dit quelquefois pas entièrement communicant. L'info-flash, eh bien, il met un peu de rondeur là-dedans. Donc, ils sont rodés à faire de l'info-flash, à faire de l'info-mail. Et la fameuse espace dédié, la gestion des risques, bon. Voilà, la radio, on l'active aussi de temps en temps, pas tout le temps. Et puis en bas, vis-à-vis de l'extérieur, en cas de crise réelle, hein, un exercice on ne le fait pas, l'exercice ça reste uniquement chez nous, on fait du Twitter, du Facebook aussi. Donc comment ça se présente? Alors ça, c'est l'Internet, alors vous voyez un exercice, vous voyez ici, c'est le fil d'info. Ça, ce sont des articles un peu plus structurés, quelquefois ça fait un peu redondant, qui viennent au fur et à mesure qu'ils s'avancent. C'est des infos qui nous viennent soit du code, soit des directions, qui sont remises en forme et qui donc sont publiées. Et puis ici, j'ai pas mis une... ici, normalement, on a la carto. Qu'est-ce qu'on voit? Information, pardon, la carte des déviations, elle est là, ouais. Déviation en cours, bizarrement, elle n'est pas activée. Là, on a simplement un lien. Normalement, on a une carte qui s'affiche ici, quoi. Voilà, ça c'est un autre espace qui est un espace d'information et sur la gestion des risques. Bon, oui, bah, c'est un peu redondant avec ce qu'on vient de dire. Voilà, alors, après il y a le bonus pour la suite, mais en conclusion, donc sur le PCA, les conditions pour réussir un PCA. Au départ, il faut quand même que ce soit la direction générale qui soit motrice. Ça, on ne veut pas autrement. Et c'est encore mieux si c'est le président, si on est dans une collectivité donc élue. Donc c'est le président qui doit porter lui-même l'action. Pas toujours le cas, hein. C'est pas, tout le monde n'est pas sensibilisé au même niveau en matière de risque. Donc, si on a les deux en même temps, ce qui était notre cas au départ avec le président de l'IG et M. Thierry Lidolf, qui était directeur général à l'époque, eh bien, on a déjà pas mal donc, de choses de fait mises sur la table. Après, pour le mettre en musique, il faut des bonhommes. Donc, des bonhommes, donc, il faut dégager du temps. Donc, et donner une certaine autorité à ces gens à qui on va donner du temps pour travailler sur le risque. Donc en l'occurrence, moi j'étais auparavant, il faut savoir que j'étais auparavant directeur des routes quand même. Hein. Et donc j'avais quand même déjà une certaine autorité et je pouvais parler assez facilement avec les autres directeurs. Alors pourquoi je me suis retrouvé responsable risque majeur, c'est toute une histoire. Mais avant d'être risque majeur, j'étais responsable grand projet. Donc il y avait d'autres grands projets que les risques majeurs. Parce qu'en fait, la problématique dans les grandes collectivités, c'est que chaque direction travaille dans ses chapelles. Et faire du transversal, du vrai transversal, hein, c'est-à-dire que des directeurs lâchent des personnes pour travailler sous un autre directeur, c'est très très difficile. Et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait quand même une certaine autorité pour pouvoir travailler. Historiquement aussi, j'étais, avant le Loiret, j'étais en Guadeloupe. J'ai essuyé quelques cyclones, donc la notion d'urgence, je connais bien le sujet. Et donc, il faut, la personne ou les personnes qu'on va motiver là-dessus, il faut effectivement qu'elles soient sensibilisées, qu'elles y croient déjà, et qu'elles soient donc portées par la direction vis-à-vis des autres directeurs. Moi, j'avais une lettre de mission qui était claire, qui était diffusée. Et donc, voilà. Parce que faire un PCA, eh bien, vis-à-vis des directeurs, on arrive effectivement un peu comme un chien dans un jeu de quilles, parce que c'est une tâche supplémentaire
qui va mobiliser, pas tant le directeur, mais un peu quand même, mais qui va mobiliser des agents de la direction. Hein, et auparavant, même si on dit oui, il faut le faire, bon, on est difficile, quoi. Donc de lâcher un peu de temps. Et pourtant, il faut le faire. Donc au départ, effectivement, c'est le DGA, le DGS et le président. Donc, s'il n'est pas convaincu, je crois que le PCA, il débouchera pas, quoi. Ça, c'est vraiment le truc majeur. Et après le diagnostic, on l'a vu, hein, il faut y aller, il faut dérouler la stratégie qu'on voit dans tous les bouquins. Hein. Vous pouvez ouvrir n'importe quel bouquin sur la continuité d'activité, on fait un diagnostic. Alors, si vous lisez les trucs, on vous présentera la chose comme je vous l'ai présenté, diagnostic multirisque. Mais bon, commencez par les risques majeurs, commencez même par les inondations, mais ayez toujours en perspective le multirisque quand même, parce que dans tous les cas, c'est les mêmes choses qui se déclinent, même principe. Dès le début, il faut associer tous les acteurs, tous les directeurs, y compris ceux qui sont lointains. Conservation départementale, la bibliothèque, qui est en zone sécurisée. On dit, tiens, bon, ils ne sont pas du tout branchés. Mais si, parce qu'ils font partie du dispositif et parce qu'ils peuvent être impactés, hein, même s'ils sont en zone sécurisée. Et ils doivent savoir comment la collectivité réagit, comment ses propres agents, la direction, doit savoir comment ses propres agents doivent réagir. Le SIG, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est absolument essentiel d'avoir un SIG très performant, de l'enrichir avec le temps, avec des données, et d'actualiser régulièrement ces données. Pourquoi actualiser ? Parce qu'on a vu les PPI, et les PPI, ils bougent tout le temps. Hein, les PPI, ils bougent parce que les activités industrielles bougent. Et donc, la vulnérabilité, l'impact sur l'environnement, il bouge. Si on a un stockage de gaz industriel et qu'on diminue la quantité de stockage, l'impact est moindre. Donc, le PPI va être revu à la baisse, voire va disparaître. Et donc ça, c'est la grande difficulté. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de documents. Eh bien, il faut les actualiser, à la fois sous le plan de l'actualité et l'activité, mais sous le plan également des grands principes. Prenez le plan canicule, par exemple. Bon, on a changé de phasage, là, en 2013. Chaque année, presque, on change. Bon, mais il y a un gros changement en 2013 ou 2012, je ne sais plus. Il faut tout réécrire. C'est-à-dire qu'on a des graphiques, ils sont allumés, les phasages, il faut les rechanger. Et donc là, il n'y a que la cellule risque qui peut le faire. C'est pour ça qu'il faut dégager, il faut que les directeurs, ils comprennent, les directeurs généraux, ils comprennent qu'il faut dégager du temps pour une mission qui soit dédiée à cela, en fait. Donc l'actualisation, c'est quelque chose d'important. Les moyens humains, on l'a vu. Une personne à minima à temps complet. Hein. Donc nous, on était 3, mais on ne s'occupait pas que de ça. On s'occupait également de tout ce qui est du domaine de l'inondation, de la gestion du plan Loire, avec le départ, avec la loi NOTRe et GEMAPI. Eh bien ça, on doit se réinterroger sur chacune de nos missions, et en particulier, donc on s'est aperçu que le département n'étant plus titré sur le domaine de l'inondation, eh bien ma foi, se retire. Alors il ne peut pas se retirer de partout. Hein. Il se retire du plan Loire, tout ce qui est aide aux grands travaux. Il ne peut pas se retirer bizarrement de l'établissement public parce qu'il y a des statuts. Et les statuts sont en général bien bordés. Et donc le département restera, malgré la loi NOTRe, sur le domaine inondation encore un certain temps. Et ce qui fait qu'il est quand même encore légitimé pour avoir un regard par rapport au reste, et en particulier par rapport aux communes. Et donc, une personne qui s'investit sur le SIG, parce que nous, on n'est pas des spécialistes du SIG, hein, donc il faut qu'à l'intérieur du SIG, il y ait quelqu'un qui soit dédié au SIG risque, hein, au domaine du risque. Qui ne fait pas que ça, parce qu'on n'est quand même pas tout le temps non plus sur les SIG. Hein. Mais que quand on a un nouveau PPI ou une nouvelle donnée risque qui apparaît, eh bien, qu'on la lui transmette, hein,
Alors les choses ont beaucoup changé, hein, pour ceux qui suivent un peu le SIG, avec l'ouverture des données de l'État. Il faut savoir quand même que désormais, on peut quand même accéder à tout un tas de données formatées avec un format Inspire là, qui permet de récupérer des données. Alors bien sûr, elles ne sont pas toutes sur Internet, hein, mais il y en a déjà quelques-unes. Et après, on se met en contact avec la DREAL ou la DDT, hein, et on a de bonnes relations et on récupère les données. Il faut toujours avoir les dernières données en date. Et comme chacun travaille dans son coin, les données elles évoluent souvent, quoi. Voilà, et bien entendu, il faut sensibiliser les agents. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut à minima avoir un bon club de correspondants. Et puis après, si possible, aller vers les directions. Donc aller vers les directions, on a une occasion qui est l'actualisation des plans. On peut pas l'actualisation des plans, on peut pas le faire. Je disais, il faut le faire en continu. Non, on peut pas le faire en continu. Il faut le faire par étapes pour pouvoir justement faire cette démarche vers les directions. Et on est toujours assez surpris. D'abord parce que il y a toujours tout un tas de nouveaux, quoi. Mais on est surpris par le fait que des agents qui vont avoir 3 mètres d'eau dans leur bâtiment ne sont même pas informés. Ils découvrent en séance, parce qu'avec le SIG, on leur dit donnez-moi votre adresse ou rentrez votre adresse directement, parce que le SIG, c'est Géo-Loiret. Si vous tapez Géo-Loiret, vous le verrez. Vous rentrez dans la zone de recherche votre adresse, en ayant choisi une carte risque, par exemple, PPRI, vous avez, paf, le pavé qui vient se mettre, un pictogramme qui vient se mettre à l'emplacement de l'adresse, et vous avez effectivement directement votre aléa. Et donc, il y en a comme ça qui, en séance, donc découvrent. Donc, c'est quand même, ça veut dire que on se dit à chaque fois, c'est pas possible. Il faut tout reprendre à zéro, il faut y aller tout le temps, quoi, en fait, quoi. Et donc c'est ça. D'où l'intérêt d'avoir des outils accessibles à tous. J'ai parlé du cloud, le SIG. Donc on a le SIG très puissant qui est ArcGIS, ArcView et autres, qui lui permet de faire des cartes élaborées, mais quand je parle de Géo-Loiret, c'est du SIG Internet, hein. Et donc tout le monde doit pouvoir rapidement avoir accès à de l'info. Le problème du SIG, c'est qu'il donne une carte. Après, on n'a pas d'interprétation. Et donc c'est là qu'il y a ce qu'on a programmé, envisagé, et pour l'instant qui est suspendu, puisqu'on n'a plus la clause de compétence générale, et donc on n'a plus la possibilité d'investir sur un outil qui serait au bénéfice de la population, mais des communes aussi, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire sur Druck. Après, il y a le bonus. On peut en parler, mais on peut peut-être faire d'abord des questions. Oui, alors merci beaucoup pour ces éléments saisissants pour certains. Je pense que beaucoup d'entre vous ont des questions, donc on peut passer à une séance de questions avant les éléments bonus que vous nous proposez. Vous avez dit dans votre conclusion, effectivement, vous avez insisté là-dessus, sur qu'une condition, la condition sine qua non pour que le PCA soit ait véritablement un intérêt, c'est que les autorités supérieures, en tout cas ce que j'appelle moi les autorités supérieures, s'impliquent dans la démarche. Alors, je vais vous poser 2-3 questions. Est-ce que effectivement, vous avez cité le nom du sénateur Bolliger. Effectivement, comment se sont passées les choses à l'origine? Est-ce qu'effectivement, l'idée de mettre en place ce PCA émanait de la part des élus locaux, ou est-ce que c'est une proposition des services qui a été validée par les élus en place? Et est-ce qu'effectivement, une fois que cette idée a été, validée, est-ce qu'il y a eu une réelle implication non seulement des élus du département dans la démarche d'élaboration de ce PCA? Vous sembliez dire qu'un certain nombre de directeurs étaient peut-être un peu réticents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus?
Ma deuxième question, ce sera, comme ça je vais être très bref. Dans le titre de la réunion de ce matin, il y avait le mot bilan. Vous nous avez expliqué effectivement ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en œuvre, ce qui était très, très intéressant. Est-ce que vous avez pu tester l'opérationnalité de ce PCA en dehors des exercices? Parce que vous y avez fait mention des exercices que vous semblez réaliser régulièrement. Est-ce que vous avez eu l'occasion, pendant ces 10 années, de tester le PCA en question? Alors, sur l'implication des autres autorités. Bon, on est parti d'un environnement bien spécifique, puisque le président de l'IG était quand même président de l'EPALA, avant qu'il devienne, c'est un établissement qui gère la Loire, avant qu'il devienne établissement public Loire, donc depuis les années 80. Donc il était sensibilisé au risque inondation, dès le départ, avant même qu'on parle de PCA, de quoi que ce soit, le risque inondation d'une manière générale, par rapport aux populations. Et à tel point qu'en 2006, il a créé le CEPRI, qui depuis vit sa propre vie, c'est une association, c'est pas un établissement public, le CEPRI, Centre européen de prévention des risques. Mais au départ, c'est quand même sur une configuration proposée par le département du Loiret, qui associe tout un tas d'autres départements et d'autres collectivités, l'Indre-et-Loire et autres. Et l'État, bien sûr, qui est partie prenante du CEPRI, puisque le CEPRI intervient beaucoup dans des conférences organisées par l'État. Après, est-ce que c'est une proposition du président ou du directeur général ou des services? Bon, le directeur général était sensibilisé à cette notion de risque. Donc, automatiquement, il est parti de l'idée de faire une étude de vulnérabilité. Dès le départ. Au départ, bon. Il a proposé, d'un côté, donc on a un président sensibilisé au risque d'inondation, de l'autre côté, un directeur qui est conscient qu'une collectivité est fragile, et donc il va faire une étude de vulnérabilité. Au départ, on ne parle pas de PCA. La notion de PCA, en 2000 et quelques, donc ça n'existait pas beaucoup, en fait. Je l'ai dit, ça s'est mis en 2009, mais avant, ça existait un peu avec le club de la quantité d'activité dans les entreprises, un peu, quoi, mais en collectivité, pas beaucoup. Donc, ça s'est construit dans le temps, en fait. Et après, qui a été porteur des choses, il faut quand même l'admettre, c'est quand même les services. Et les services, et plus on avançait dans le temps, plus on arrivait à un niveau bas. C'est-à-dire que au départ, c'est le DGS, après, c'est la mission risque, et après, on tombe sur des correspondants eux-mêmes qui proposent des choses. Voilà. Est-ce que les élus ont été associés? Et est-ce qu'ils sont porteurs? On peut le critiquer, mais c'est vrai qu'effectivement, probablement qu'ils ont été insuffisamment associés dès le début. En fait, au départ, c'était une étude de vulnérabilité qui visait à définir des risques. Bien entendu, j'ai dit, ils ont été, il y avait des rapports en session, hein, des présentations de l'avancement de l'étude, les conclusions ont été présentées. Hein. Mais quand j'entends associer, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de groupe de travail mixte avec les élus. On a fait des groupes de travail avec uniquement les administratifs. On aurait pu l'imaginer avec des élus. Probablement qu'on aurait été plus porteur sur certains aspects. Bon, ça s'est pas fait. Hein, parce qu'au départ, on n'avait pas... Maintenant, on voit les choses différemment. On n'avait pas cette idée d'avoir quelque chose d'hyper vaste. Hein, au départ, il y avait le problématique d'inondation. Et puis, bon. Le bilan. Est-ce que... alors, comme je l'ai dit, on fait régulièrement des exercices. Est-ce qu'on a été confronté à des crises réelles? Ben, des crises, on en a régulièrement. Hein, bon, mais des petites crises. Des crises d'inondation, on a eu 2008 et 2003.